comité d'experts chargé de la rédaction du projet de la nouvelle constitution ivoirienne a remis ce matin au président Alassane Ouattara l'avant-projet. Ce texte sera examiné par le Conseil des ministres mercredi prochain puis présenté au Parlement le 5 octobre. Les premières dames d'Afrique s'investissent dans la lutte contre le VIH-Sida. En marge de la 71e Assemblée générale de l'ONU qui vient de s'achever, elles ont tenu une rencontre sur la santé sexuelle et reproductive des adolescentes. La première dame de Côte d'Ivoire, Toumani Ouattara, a pris part à la réunion. Et aujourd'hui, samedi 24 septembre, c'est la journée mondiale des sourds. Les handicapés de la surdité dans leur vie quotidienne sont confrontés à des difficultés, notamment des problèmes de communication et d'insertion. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a validé la réélection d'Ali Bongo qui obtient maintenant 50,66% des voix. L'opposant Jean Ping a déploré cette décision. Il dénonce un déni de droit. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi le journal de RTI 1 pour vous informer. Notre invité de la page culture est un danseur, chorégraphe, directeur artistique du Festival international de danse Un pas vers l'avant qui vient de se tenir à Abidjan. Joël Bousson va nous entraîner dans quelques instants dans l'univers de la danse contemporaine et nous dira qui est danseur, comment faire la différence entre la danse contemporaine et les autres danses, que font les compagnies de danse pour promouvoir cette discipline. Le public ivoirien est-il attiré par la danse contemporaine? Notre invité Joël Bousson, membre donc de la compagnie de danse ivoirienne Ange Aoussou, nous répondra dans quelques minutes. Tout d'abord, prenons la direction du palais présidentiel où le comité d'experts chargé de la rédaction du projet de nouvelle constitution a remis ce matin même au président Ouattara l'avant-projet. Ce texte sera examiné par le Conseil des ministres mercredi, puis présenté au Parlement le 5 octobre. Et s'il est voté, il sera soumis au peuple par voie référendaire. Mama Traoré à Ouattouri. La concertation en toute discrétion. Voici la formule employée par le comité d'experts chargé par le président de la République d'élaborer une nouvelle constitution. Au bout de 4 mois, cette méthode de travail s'est avérée payante avec en prime un avant-projet de constitution remis ce samedi au président Alassane Ouattara. Il comporte, Monsieur le Président, 184 articles répartis dans 16 titres et 50 chapitres. Par rapport à la Constitution de 2000, l'avant-projet de Constitution comporte 51 articles de plus, ainsi qu'un titre de plus. Autre fait marquant, par rapport aux 2 premières Constitutions de 60 et de 2000, l'avant-projet de constitution comporte des chapitres. C'est une innovation majeure. Des innovations sur la forme, mais également sur le plan institutionnel. Ainsi, cette probable future constitution autorise l'institution d'une vice-présidence, d'un Sénat, l'élargissement du champ de compétences du Conseil économique et social à la culture et à l'environnement, et enfin la constitutionnalisation de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Tous ces changements voulus par le chef de l'État ont fait l'objet d'une analyse objective selon le président du comité d'experts. Le comité d'experts s'est voulu la plume du président de la République, mais une plume qui s'est voulue obéissante, éclairée et intelligente. Jamais le comité d'experts ne s'est senti dans une posture de suivi moutonnier avec le président de la République. Comme pour féliciter le comité d'experts pour la qualité du travail abattu, le chef de l'État a prolongé sa mission de consultation et d'explication auprès des leaders d'opinion et des populations. Une mission qui devrait conduire à l'avènement d'une 3e République plus soucieuse du respect des droits et des libertés. Mesdames, Messieurs les membres du comité d'experts, le 31 mai 2016, je vous ai désigné en qualité d'expert en vue de l'élaboration d'un avant-projet de constitution pour la 3e République. Je vous avais à l'occasion fait part de mes grandes orientations. Au regard de votre vaste expérience,
de vos compétences et de votre expertise. Je n'ai aucun doute sur la qualité de l'avant-projet de constitution que vous me remettez ce jour. Je vous en remercie. Je tiens donc à vous féliciter pour l'important travail accompli dans les délais impartis. Comme vous le savez tous, l'objectif majeur du processus en cours est de doter notre pays d'une nouvelle constitution susceptible de lui garantir la paix et la stabilité. Notre pays doit être en effet doté d'une constitution moderne, consensuelle, impersonnelle et à l'épreuve du temps. Les échanges que nous avons eus tout au long de ce processus me donnent l'assurance que l'avant-projet d'une nouvelle constitution préserve les droits et les libertés de chaque Ivoirien, quel que soit son rang social, ses origines, son ethnie ou sa religion. Notre objectif est que ce nouveau contrat social soit le plus inclusif et le plus consensuel possible. Dès le mercredi prochain, l'avant-projet de constitution sera soumis au Conseil des ministres. S'il est adopté, l'avant-projet de loi portant constitution sera présenté aux députés le 5 octobre lors de l'ouverture de la deuxième session parlementaire. Un vote du Parlement ouvrirait la voie au référendum tant attendu par les Ivoiriens. Les premières dames d'Afrique s'investissent dans la lutte contre le VIH-Sida en marge de la 71e Assemblée générale de l'ONU qui vient de s'achever. Elles ont tenu une rencontre. Les réflexions portées sur la santé sexuelle et reproductive des adolescentes. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a pris part aux travaux. Des propositions ont été faites pour venir à bout du fléau. Viviane Aimé. Les premières dames d'Afrique réunies au sein de l'OPDAS, l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida, veut engager une lutte sans merci contre la pandémie du sida. Elles ont réitéré cet engagement encore une fois au cours d'une rencontre de haut niveau en marge de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York le mercredi 21 septembre. Le thème de cette rencontre, le rôle des premières dames dans le financement de la santé sexuelle et reproductive, a focalisé l'attention de nombreuses ONG internationales et des structures du système des Nations unies, dont l'ONU-SIDA. Lors de cette rencontre, l'honneur est revenu à Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire et ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique, de partager sa vision et la politique de la Côte d'Ivoire en matière de prise en charge de la santé sexuelle et reproductive chez les adolescentes. Après avoir décrié la féminisation du VIH-Sida, Mme Dominique Ouattara a mis en relief l'importance de proposer une approche intégrée des stratégies de lutte contre cette pandémie. Mes chères sœurs, pour lutter efficacement contre la vulnérabilité de nos jeunes filles, il nous faut tout d'abord leur donner une instruction scolaire, associée à une éducation sexuelle et reproductive, qui leur permettront d'acquérir les connaissances de base primordiales à leur équilibre social. De même, l'accès équitable aux soins de santé passe par l'autonomisation financière de la femme qui pourra ainsi se prendre en charge adéquatement. C'est pourquoi, ayant toujours cru au potentiel de mes sœurs, j'ai initié en 2012, avec l'appui de mon époux, le président Alassane Ouattara, la mise en œuvre d'un programme de financement d'activités génératrices de revenus à l'endroit des femmes appelées Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. Notons que cette réunion a vu la participation de M. Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Ce dernier a profité de cette rencontre pour saluer les actions des premières dames dans la lutte contre le VIH-Sida. Il a reconnu que leurs actions dans leurs différents pays a permis de freiner les avancées de cette pandémie.
Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est de retour de la France. Il a regagné Abidjan aujourd'hui après avoir pris part à Paris aux rencontres Africa 2016. En marge des travaux, il a eu des séances de travail, notamment avec le MEDEF, le Mouvement des entreprises de France. Le chef du gouvernement ivoirien a présenté au secteur privé français les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Et de retour justement à Abidjan, le Premier ministre s'est adressé à la presse pour faire le point de sa mission. Nous l'écoutons. Il était apparu qu'il y avait de nouvelles techniques qui permettaient donc d'améliorer les réalisations au niveau des routes et à coût moins cher. Nous sommes allés là-bas et effectivement, il y a des techniques particulières, dont notamment celle qui consiste à utiliser, disons que de l'EVA, pour faire un mélange avec le bitume, et ça augmente la résistance donc, des matériaux et disons que ça coûte moins cher. Ces techniques étaient utilisées en Inde et le groupe Colas nous a confirmé qu'eux ils utilisent en Thaïlande. Donc nous avons donc convenu que nous allons voir avec ce groupe comment donc faire venir disons que ces techniques ici au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que comme vous le savez nous avons des difficultés en matière de commercialisation de l'EVA. Si on peut utiliser 5 à 10% des tonnages de l'EVA dans la réalisation de nos routes, vous imaginez, ça fait donc un débouché très important. Voilà un cas. Il y a plein de choses que nous avons vues. Ils ont des routes photovoltaïques. Ils ont aussi des capacités de faire en sorte qu'on puisse, faire des bitumes légers sur des routes en terre, etc., etc. Donc c'est un dossier qui est important, sur lequel nous allons travailler avec le ministre en charge des infrastructures économiques. Le président du Conseil économique et social est en visite à l'étranger. Charles Kofi-Dibi est en Belgique pour tisser des partenariats sur place à Bruxelles. Il multiplie les séances de travail avec les autorités belges. Des coopérations sont en vue pour redynamiser le Conseil économique et social, l'institution qu'il dirige. Sidonie Davila. Première étape de sa première sortie internationale, Bruxelles, siège de l'Union européenne. Dans sa vision de repositionner l'institution ivoirienne, a lui confié depuis le 16 juin dernier, le président du Conseil économique et social, Charles Kofi-Dibi, a mis en avant les performances économiques et sociales du pays. Une vision qu'il a partagée avec son homologue européen. J'ai eu l'occasion avec le président de nous mettre d'accord sur des activités communes et bien entendu, en tant que président du Comité économique et social européen, j'ai promis, je le ferai, donc apporter tout mon soutien sur des questions qui intéressent particulièrement le Conseil économique et social ivoirien. Ensemble, les deux personnalités ont convenu d'un renforcement de leur collaboration afin de trouver des solutions aux préoccupations communes. Cette première rencontre achevée, le président Charles Kofi-Dibi et sa délégation se sont rendus successivement au Conseil économique et social de la région de Bruxelles-Capitale et au Conseil central de l'économie. Avec les autorités de ces deux institutions, les échanges ont porté sur la mise en place d'une plateforme de coopération entre les deux institutions. Nous avons vraiment intérêt à comparer nos bonnes pratiques. Et donc, ce qui est très certainement envisagé, c'est qu'on puisse se nourrir les uns les autres. Nous avons ici une bonne tradition de concertation sociale. Nous sommes un conseil économique qui est, pas toujours, mais très souvent écouté par le gouvernement régional. Et je serais heureux de partager cette expérience avec les bons et les mauvais côtés de ce qui se passe au Conseil économique et social de Côte d'Ivoire. On va s'améliorer les uns les autres. Il n'y a aucun souci pour nous à faire en sorte de rendre beaucoup plus opérationnel la manière dont nous travaillons. Les grands domaines de coopération, je pense, sont en matière de compétitivité, d'arbitrage de salaire, en matière d'éducation. Au bout du compte, la mission du président du Conseil économique et social, placée sous le signe de la coopération, s'est avérée fructueuse. Charles Kofi-Dibi revient avec de bonnes nouvelles, notamment en matière d'appui aux projets relatifs au développement du Conseil économique et social ivoirien. Dans l'actualité politique en Côte d'Ivoire, le RDR, les femmes du Rassemblement des Républicains de la région du Ouagadougou rendent hommage au président de la République. Elles ont tenu une réunion pour exprimer leur reconnaissance pour toutes les actions de développement dans leur région. L'un des cadres du RDR, Ahmed Bakayoko, a pris part à cette rencontre, nous dit Abou Sanogo.
Elles sont venues nombreuses des différents quartiers des communes du district d'Abidjan pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Elles, ce sont les femmes du Ourodougou et elles ont tenu à exprimer au chef de l'État leur gratitude et leur soutien pour toutes ces actions de développement de la Côte d'Ivoire en général et celles en faveur de leur région en particulier. Ces femmes du Ourodougou l'ont exprimé en présence de leurs cadres, notamment le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains RDR, Amadou Soumaoro. Par ailleurs, elles promettent un oui massif pour l'adoption de la nouvelle constitution. Le président nous a aimés. Il a tout fait pour Ourodougou. Donc on doit le remercier. Nouvelle constitution qu'il a dit, nous on est prêts à Ourodougou. Il n'y a pas de vote là-bas. Nous on dit oui. Ahmed Bakayoko et Amadou Soumaoro ont salué la grande mobilisation de ces femmes, puis les ont invitées à une forte participation au prochain scrutin référendaire. Merci pour le soutien et la reconnaissance au président Alassane Ouattara. Car c'est grâce à lui que tout cela est possible. Quand quelqu'un parle d'un projet, comme on parle de la Constitution, il faut voir qui te parle de ça. Si celui qui te parle de ça s'appelle Alassane Ouattara et que tu sais que c'est quelqu'un qui fait du bien dans son travail pour les populations et pour toute la Côte d'Ivoire, tu le suis. Nous voulions, par cette rencontre, donner le message de l'unité et du rassemblement de l'ensemble des fils et des filles de notre région autour de l'idéal commun qui est d'accompagner le chef de l'État. Le référendum constitutionnel qui va être lancé par le chef de l'État, que l'ensemble du Ourodougou réponde oui ou vote oui. Plusieurs dons ont été offerts par les femmes du Ourodougou au président de la République Alassane Ouattara, à son épouse, au ministre d'État Ahmed Bakayoko et au secrétaire général par intérim du RDR Amadou Soumaoro. Le tout dans une bonne ambiance. Le RHDP étend sa toile, l'investiture des responsables des différentes coordinations se poursuit. Voyons l'étape de la région du Gbeke avec notre reporter Kader Sogodogo de RTI Boaké. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, renforce sa représentativité dans le pays. Ce groupement de partis politiques ambitionne de devenir un parti unifié. À cet effet, il juge utile de mettre en mission des hommes et des femmes qui vont travailler pour cela. C'est tout le sens de l'investiture des coordinations sous-préfectorales du département de Boaké. La chef de mission, la présidente nationale des femmes du RHDP, en investissant les coordinations de Boaké et Djebonois, est revenue sur les missions assignées à ce nouveau responsable. C'est l'organisation du parti unifié que nous sommes en train de mettre en place. Le parti unifié, c'est un parti politique. Il faut donc que le parti soit représenté au niveau des départements, au niveau des communes et des sous-préfectures. À ce rendez-vous, la sous-préfecture de Brobo a fait défection par la mésentente entre ses leaders politiques. La chef de mission du RHDP a tout de suite mis en place un comité qui va travailler pour faire revenir la paix et désigner un coordonnateur pour cette sous-préfecture. Nous allons nous rendre à Brobo de manière consensuelle, choisir le futur président de la coordination. Aller dans le sens du parti unifié et travailler pour le triomphe du RHDP à toutes les élections sont les missions premières de ces coordinations nouvellement installées. Logement de sages-femmes, foyer des jeunes, écoles, marchés, ponts, toutes ces infrastructures socio-économiques dans le Tonkpi ont été inaugurées récemment par le ministre Albert Mabry Touakeus. Il a invité les populations à la paix et à la cohésion afin de bénéficier davantage d'actions de développement impulsées par le Conseil régional du Tonkpi. Abou Sanogo. 2 villages désenclavés, Té et Zantongouin dans le département de Biankouma désormais reliés par un pont. Un autre, Sandougou Soba dans le département de Man, doté de marchés. Des infrastructures construites par le conseil régional du Tonkpi. Le ministre Albert Touakeus Mabry, le parrain dit être présent partout où il s'agira du bien-être de la population. Pour lui, au-delà des infrastructures, il faut travailler à maintenir la paix et la cohésion, gage de tout développement.
Plusieurs autres infrastructures ont été inaugurées dans le département de Man, logement de sages-femmes de Bofesso, foyer des jeunes de Déouli, le pont sur la rivière Gla, deuxième école de Gwentimba et ouverture de la voie Zagwe-Gwentimba. Le ministre Alberto Akes-Mabry a dit sa disponibilité à travailler pour que la région ne reste pas à la traîne du développement. Le Tompi regorge d'énormes potentialités touristiques, notamment les cascades naturelles et les flancs de montagne. Le ministre Alberto Akes-Mabry a invité le conseil régional à la promotion des sites touristiques et à la révalorisation de la fête de l'Igname, une identité culturelle majeure dans la région qui a besoin d'être soutenue. Nous sommes aujourd'hui samedi 24 septembre, c'est la journée mondiale des sourds. Les handicapés de la surdité dans leur vie quotidienne sont confrontés à des difficultés, notamment problèmes de communication et d'insertion. Mais dans la commune de Cocody, dans la commune de Yopougon, notre équipe de reportage a rencontré un malentendant. Il est spécial. Son nom, Adama Yédé, handicapé depuis 14 ans, il est cité comme un exemple de réussite, car pour lui, son handicap n'est pas du tout une fatalité. Doigt de laser. Chef du service formation continue à l'école ivoirienne des sourds, consultant en prise en compte du handicap, directeur de l'ONG Société sans barrière de Côte d'Ivoire. Autant de responsabilités à l'actif d'Adama Yédé Sanogo, sourd depuis son jeune âge. Je suis né entendant. Je suis tombée malade à l'âge de 14 ans. J'ai eu la méningite. Après, je suis guérie, mais je suis restée sourde. À cette période, j'étais en classe de CM2. Je suis allée en 6e avec les autres enfants entendants. Mais je regardais le tableau ou je regardais les cahiers de mes voisins et j'étudiais à la maison. Adama Yédé Sanogo est marié et père de 2 enfants. Son handicap ne dépeint pas sur sa vie familiale. Être sourd n'est pas une fatalité pour lui. Ça fait 12 années de mariage. Je suis très heureuse dans mon couple. Aucun problème. Entre ma femme, mes enfants et moi, il n'y a aucun problème de communication. Mais ils sont conscients que leur papa est sourd. Ils ont appris les signes avec moi. Il est important que les personnes sourdes puissent avoir accès à l'emploi. À l'école ivoirienne des sourds de Yopougon, plus de 300 personnes en état de surdité sont encadrées chaque année. Elles sont formées à l'apprentissage des signes. Pour Joël Moussezi, l'une des enseignantes de cette école, le métier est passionnant. Si vous ne connaissez pas la langue des signes, quand vous rencontrez une personne sourde, c'est difficile. Vous avez un message pour la personne, c'est difficile de lui transmettre ce message-là. Je pense que la langue des signes doit être vulgarisée. C'est un moyen de communication, c'est une langue à part entière comme l'anglais, l'espagnol, et c'est très utile pour les personnes sourdes. Pour la prise en compte des personnes sourdes, une journée mondiale leur est dédiée depuis 1958. Elle est célébrée le dernier samedi du mois de septembre de chaque année et donne ainsi l'occasion d'égrener les difficultés auxquelles sont confrontés les sourds dans le monde. C'est aussi le lieu de sensibiliser la population au langage des signes. Reportage réalisé pour vous par Doigt de laser. La présidente de l'ONG Servie, Henriette Conan-Bédier, vient de faire des dons à des établissements primaires à Koumassi. Ce sont des dons de kits scolaires d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Le don était composé entre autres de fournitures scolaires, de papier rame, de ballons et des ustensiles de cuisine pour la cantine. La présidente de la Fondation Servie affiche ainsi sa volonté d'aider les parents d'élèves en cette rentrée scolaire. Hors de la Côte d'Ivoire, mais avant d'aller au Gabon, dans la nuit de mardi au mercredi, aux environs de minuit, le marché de Saint-Fra, situé à plus de 320 km d'Abidjan, est parti en fumée. Selon les témoignages, l'incendie, dont on ignore encore l'origine, serait parti d'un magasin de mercerie. Le feu a été circonscrit aux environs de 5 heures du matin. On enregistre de nombreux dégâts matériels estimés à plus de 400 millions de francs CFA. Heureusement, il n'y a aucune perte en vie humaine.
On part maintenant au Gabon où la Cour constitutionnelle a validé la réélection d'Ali Bongo qui obtient maintenant 50,66% des voix. Son adversaire Jean Ping conteste toujours cette victoire. Il déplore la décision de la Cour, une décision prise selon lui envers et contre tous. Jean Ping dénonce un déni de droit, nous explique Alexis Ouedraogo. Est proclamé élu. Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo réélu à la tête du Gabon. C'est la décision de la Cour constitutionnelle gabonaise. Dans la nuit de vendredi à samedi, elle a rejeté l'essentiel du recours de son rival Jean Ping. La Cour indique que le président sortant a recueilli 50,66% des suffrages contre 47,24% pour Jean Ping. Un dispositif policier et militaire très important est toutefois déployé dans le centre de la capitale. Ali Bongo lui appelle à un dialogue politique avec les candidats malheureux. Je ne reculerai pas, a finalement tranché Jean Ping au cours d'une déclaration à la presse. Pour lui, la décision de la Cour constitutionnelle est un terrorisme démocratique. Il a appelé les Gabonais à la vigilance et invité la communauté internationale à prendre la pleine mesure de la situation du Gabon. Dans la foulée de cette allocution, le président Ali Bongo, dans une interview à Reuters, a déclaré que le nouveau gouvernement comprendrait des personnalités de l'opposition. Il n'a pas exclu que Jean Ping soit convié à en faire partie, assurant que tout est possible. Le ministre chargé des Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mambé, revient de la France et du Canada. Et là-bas, il a rencontré les dirigeants de l'Organisation internationale de la francophonie. Robert Begré-Mambé dit que les Jeux avancent bien les préparatifs. Rassurer le monde francophone sur la capacité de la Côte d'Ivoire à organiser les 8e Jeux de la francophonie. Tout l'objet de la mission internationale que vient d'effectuer Robert Begré-Mambé, le ministre ivoirien chargé des 8e Jeux de la francophonie et gouverneur du district d'Abidjan. Première étape de cette campagne, 7e arrondissement de Paris au siège de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Robert Begré-Mambé est reçu par Adam Mawan, administrateur de l'OIF. Au centre des échanges, le niveau d'avancement des préparatifs des 8e Jeux de la francophonie qui se dérouleront à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. Notamment sur le plan des infrastructures. Les sites retenus seront livrés au mois d'octobre et le logement des 400 athlètes dans les 6 prochains mois. Assurance donnée par Robert Begré-Mambé à l'administrateur de l'OIF, une institution qui se dit disposée à accompagner Abidjan dans la réussite de ces 8e Jeux de la francophonie. Après Paris, cap sur Montréal au Canada, pays qui accueillera les 9e Jeux de la francophonie. Robert Begré-Mambé et sa délégation sont venus solliciter un appui matériel, technique et logistique. Une requête à laquelle les autorités canadiennes ont promis de réagir dans les plus brefs délais. Moment clé de ce séjour au Canada, la signature d'un accord de jumelage entre les villes d'Abidjan et de Montréal. Par cet acte de jumelage, les deux métropoles s'engagent ainsi à collaborer dans divers domaines d'activité et surtout à développer les échanges bilatéraux dans le domaine des investissements. Montréal s'engage également aux côtés de sa sœur Abidjan dans le cadre de l'organisation des Jeux de la francophonie. Jeux auxquels Denis Coderre, le maire de la 2e capitale économique du Canada, a promis d'assister en juillet 2017. Bienvenue dans la page culture. Nous partons pour le Maroc où se tient la 2e semaine du cinéma ivoirien. Le ministre Maurice Kwaku Bandama conduit la délégation de la Côte d'Ivoire. Il s'agit donc de promouvoir le cinéma ivoirien, mais surtout de s'inspirer de la politique de développement du cinéma au Maroc pour dynamiser davantage ce secteur en Côte d'Ivoire. Serge Koléa est notre envoyé spécial au Maroc. Mon Dieu! Elle était bon. Debout. À l'affiche de cette 2e édition de la semaine du cinéma ivoirien au Maroc, 10 films. Une couleur café de Henri Duparc, Sans regret de Jacques Trabi, Wariko de Fadiga Kramola Sidé et Si Dieu n'existait plus, numéro 2 de Guy Kalou, l'interprète de Kadi Touré sont quelques-uns des longs métrages servis au public de la salle du Centre de cinématographie du Maroc.
Après l'édition de 2014, il s'agit de donner un autre aperçu des atouts du 7e art à Médine, Côte d'Ivoire. Mais au-delà, cette tribune se veut un espace de partage d'expériences et de compétences. Tu vas faire quoi avec ça? Tu sais que t'as affaire à vie comme... À Abidjan, nous avons déjà eu 2 éditions de la semaine du cinéma marocain et nous sommes ici à Rabat à la 2e édition du cinéma ivoirien. C'est une manière pour nous de promouvoir notre cinéma, d'encourager les jeunes cinéastes qui, malgré les faibles moyens, produisent. Mais c'est également une manière aussi de nous frotter à ceux qui sont en avance et de tirer le meilleur profit de leur expérience. La délégation ivoirienne conduite par le ministre de la Culture et de la Francophonie est composée d'acteurs et de réalisateurs de cinéma. Plusieurs responsables de l'ONACSI, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, et du FONSIC, le Fonds de soutien au cinéma, participent à cette 2e édition de la semaine du cinéma ivoirien au Maroc qui se tient du 19 au 24 septembre 2016. Chérif Ousmane Madane Aïdara, Destin de prédicateur. C'est un livre de 120 pages écrit par Morifré Touré, journaliste. La cérémonie de dédicace a eu lieu récemment à Williamsville, dans la commune d'Agamé. C'est un ouvrage qui rend hommage au prédicateur malien de grande renommée, Chérif Ousmane Aïdara. Chérif Ousmane Madane Aïdara, Destin de prédicateur, est une œuvre de Morifré Touré. Cet ouvrage littéraire raconte la vie du célèbre prédicateur malien, Chérif Ousmane Madane Aïdara. L'auteur présente l'homme comme étant un fils prodige au destin tout tracé. Il jette aussi un éclairage sur la mission du guide spirituel, fondateur du mouvement Ansar Dine. Ansar Dine est une association confessionnelle apolitique et humanitaire, différente de celle du même nom qui s'est tristement illustrée dans le nord du Mali selon l'auteur. Morifré Touré dit avoir été séduit par l'éloquence du verbe de cet homme qui, bien que n'ayant effectué aucune étude supérieure en théologie, force la considération, le respect, l'admiration de l'auditoire. Cela grâce à la solide formation qu'il a reçue à l'école coranique. Le journaliste est également attiré par la prise de position du guide spirituel sur le vocable djihad qui signifie guerre sainte, thème galvaudé par les terroristes. À travers cette œuvre, Morifré Touré entend véhiculer les messages d'amour, de paix, de tolérance, de solidarité et de cohabitation pacifique, valeurs chères en islam. Chérif Ousmane Madane Aïdara, Destin de prédicateur, est un livre de 120 pages divisé en 9 chapitres avec des illustrations. C'était un commentaire d'Astou Touré. Nous en arrivons à l'entretien avec notre invité de la page culture. Bonsoir, Monsieur Bousson. Et bonsoir, Madame. Alors, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous allez nous éclairer dans quelques instants sur la danse contemporaine. Mais avant, dites-nous, qui est danseur? Bon, les danseurs, c'est déjà vous, c'est déjà moi, c'est déjà tout le monde. Parce que on dit tout le monde est danseur? Oui. Moi, je suis pas danseuse, je suis journaliste. Mais quelque part, vous avez une musique intérieure en vous. Comment vous le démontrez? Oui, cette musique permet à chacun de nous, parfois, de faire quelques pas de danse quand il est seul chez lui à la maison, quand il est peut-être avec des amis qui aident de la musique ou pas. Il y a cette musique intérieure qui pousse chacun de nous à faire quelques pas de danse. Voilà, maintenant concernant la danse contemporaine ou la danse elle-même, c'est vraiment l'ensemble de plusieurs mouvements. Et ces mouvements-là sont vraiment ordonnés par la musique. Mais la musique peut être chantée ou bien peut être guidée par vous parlez les instruments. De la danse contemporaine. Oui. Là, je parle de la danse d'abord. Mais la danse en général. En danse en général. Mais la danse contemporaine, elle, c'est la danse d'aujourd'hui. C'est la danse d'aujourd'hui qui fonctionne par rapport à notre mode de vie. Et elle a des principes vraiment à respecter. Il y a l'espace, il y a le temps, il y a l'énergie, il y a tout ce que nous bougeons. Mais il faudrait toujours dire que pour cette même danse contemporaine-là, elle vient juste après la danse moderne. Il y a une différence. Comment on fait la différence? Oui, la danse... Il y a d'autres danses. On parle de danse classique, on parle de danse moderne, de danse traditionnelle. Comment on fait la différence? Oui, déjà la danse traditionnelle, nous voyons un peu que ce soit cette danse moderne, la danse classique. Ok, mais la danse classique et la danse moderne, on voit que la danse moderne sort carrément de la danse classique vers les années 1920. Et après, il y a la danse contemporaine qui
sort aussi de la danse moderne. Mais toutes ces danses, jusqu'au jour d'aujourd'hui, existent toujours et nous les pratiquons toujours. Mais ce qui est intéressant avec la danse contemporaine, c'est qu'on peut partir de n'importe quelle danse pour aboutir à cette magnifique danse. Parce qu'il y a des principes. C'est ce qu'on voit à l'écran. Justement. Il y a des mouvements de corps qu'on voit. C'est ça. Chaque geste a une signification. Oui, justement. Mais là, avec ce que nous voyons, c'est l'atelier de formation qui s'est déroulé pendant le festival Impact. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Donc, les danseurs, oui, ils sont en train de bouger. Donc là, c'est de la danse traditionnelle. Mais avec ces danses traditionnelles, nous pouvons produire la danse contemporaine. Même avec le hip-hop, même avec n'importe quelle danse. Mais c'est un carrefour en un mot, si vous voulez. La danse contemporaine est un carrefour. On va regarder donc cet élément réalisé par Astou Touré. Et puis nous allons poursuivre notre entretien. Elle évoque une esthétique, un style, une manière de s'exprimer par la gestuelle. Des pas de danse feutrés. Différente, elle impose le silence. La danse contemporaine se veut libre, d'où son caractère à la fois multiple mais unique. Toutefois, cette forme d'expression artistique n'est pas suffisamment connue sous nos tropiques. Ce festival essaie de donner de la confiance aux danseurs en fait. Il y a des familles qui ne veulent pas que les enfants s'orientent vers la danse parce que pour eux, ce n'est pas un métier. Et nous, on dit la danse, c'est un métier. Le Festival international de danse contemporaine vient donc à point nommé. Un pas vers l'avant, une plateforme d'échange culturel, un lieu où les artistes de Côte d'Ivoire et d'ailleurs se retrouvent pour échanger leurs expériences. D'où le thème « Artistes d'ici et d'ailleurs ». Un plateau pour pouvoir bien s'exprimer, c'est pour se vendre en fait sur la scène internationale. La grande innovation cette année est le volet formation. Durant une quinzaine de jours, des ateliers ont été organisés dans différentes communes d'Abidjan à l'intention des danseurs. La danse est une filière comme la musique, comme le théâtre. Et une filière, ça suppose des métiers. Donc au niveau de chaque métier, il faut que les acteurs soient formés, qu'ils soient professionnels. Ce qui intéresse beaucoup les danseurs, c'est la déconstruction des danses patrimoniales ou des danses traditionnelles. Donc ça consiste par des outillages chorégraphiques, des approches contemporaines, à explorer les danses traditionnelles dans leur forme, dans leur sens, dans leur contexte, dans leur symbolique. Ça a été une bonne expérience et on espère encore avoir plusieurs formateurs. À travers cette formation, j'ai compris que nos danses africaines, nos danses patrimoniales peuvent être déconstruites et les apporter dans le monde contemporain. La 5e édition du Festival international de danse contemporaine et de formation a refermé ainsi ses portes le 17 septembre dernier. Rendez-vous en 2017 pour la 6e édition. Voilà, on a vu la danse contemporaine. Chaque mouvement se fait avec, vous l'avez dit, il y a des règles, les mouvements de corps, les mouvements de pieds, de tête. Tout est réglé. Tout est réglé. Il y a la musique donc, aussi. Donc, pas n'importe quel mouvement. Bon, là, il y a la musique qui intervient. Mais par moment, il n'y a pas de musique. Dans la danse contemporaine. C'est pourquoi vous verrez des spectacles où on part avec une musique et à la fin, il n'y a pas de musique. Ou bien au milieu du spectacle, il n'y a plus de musique. Mais tout cela est calculé. Et il y a un temps qui est respecté. Et par rapport au... On donne un thème. Peut-être on peut parler de... On a vu un spectacle à l'Institut français cette année. Identité, par exemple. Mais vous verrez que dans le spectacle, peut-être il n'y a qu'une phrase de la danse qui va exprimer le thème. Donc... tout ce que nous faisons, il y a sa signification. Mais à chacun de nous de prendre sa part. Peut parler. Justement, le silence parle. En danse, nous avons ça aussi, qu'on appelle le silence parle. C'est pourquoi vous verrez des spectacles où le monsieur peut tourner peut-être sur lui pendant 10 minutes ou 20 minutes. Et puis après, il reste tranquille pendant 10 minutes encore. On vous dit que le spectacle du monsieur est fini. Mais si vous ne comprenez pas les techniques de la danse ou bien vous ne comprenez pas certaines choses, vous allez dire que ce n'est pas ça. La raison pour laquelle nous faisons venir ces chorégraphes du monde entier. De l'extérieur pour pouvoir former. Vraiment former ces danseurs ivoiriens et africains à ces nouvelles techniques-là, parce que la danse contemporaine évolue dans le temps et dans l'espace. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, il y a les techniques qui s'ajoutent. Alors, c'est important pour les danseurs africains et surtout de la Côte d'Ivoire de vraiment s'intéresser à cette danse-là. Il y a une musique comme vous êtes danseur, vous aimez la danse contemporaine. Est-ce que vous pouvez simuler quelque chose? Ah. Et ça,
pour ceux qui s'y connaissent, comprennent. Alors, le festival Un pas vers l'avant de la compagnie Aoussou, dont vous êtes le directeur artistique, vient de se tenir à Abidjan. On a vu le reportage. Vous faites la promotion de la danse contemporaine. Vous misez sur la formation des danseurs. Pourquoi? Oui, c'est important parce que nous Parce que le don seul ne suffit pas. Non, le don seul ne suffit pas. Savoir danser ne suffit pas. Pas ça, c'est pas ça, ça ne suffit pas. Il faut rajouter toutes ces techniques-là. Aujourd'hui, nous avons fait cette technique-là de l'école des sables qui a vraiment apporté son appui cette année. Et c'est l'outillage chorégraphique. Comment prendre cette technique pour embellir sa chorégraphie, pour ne pas rester en marge. Et surtout que nous sommes dans cette histoire d'émergence, il faudrait bien que nous, danseurs ivoiriens et africains, nous accompagnons ou bien nous nous rallions à tout ce qui est formation afin de ne pas rester en dehors de ce bilan qui sera fait en 2020. Alors, il nous plairait bien que vraiment l'État de Côte d'Ivoire et le ministère de la Culture et toutes les institutions de cette nation nous accompagnent. Parce que nous avons déjà d'autres qui nous accompagnent, mais vraiment, ce n'est pas suffisant. Alors, voilà. Vous, danseurs, on va terminer rapidement. Oui. Est-ce que vous vous en sortez? Le métier nourrit son homme rapidement? Oui, rapidement, le métier nourrit son homme. Oui, non. Sinon, pourquoi est-ce que vous vous en sortez? Vous gagnez par la grâce de vie Dieu, avec la danse? Par la grâce de Dieu, nous gagnons notre vie avec la danse. Donc, mais cette question-là, c'était un débat entre nous danseurs. Parce que si ça nourrit vraiment son homme, pourquoi d'autre part, ils ne reviennent plus? Si ça nourrit son homme quand on pense que vous êtes dans un gros projet, vous tournez à travers le monde, là, ça nourrit son homme. Mais pour quelqu'un qui danse dans une compagnie de danse traditionnelle ici à Abidjan, vous allez lui dire que la danse nourrit son homme, il va vous insulter. Mais seulement je pense que c'est à l'État ou bien les danseurs de vraiment nous organiser afin de vraiment régler ce problème-là. Je pense qu'on vous a saisi, c'est de vous regrouper, c'est de vous mettre ensemble. Et je pense que dans l'union, l'union fait la force. Merci M. Bousson, d'avoir été notre invité de la page culture de ce soir. Vous l'avez aussi compris, ce journal est terminé. Merci à toute la régie et à Jean-Jacques pour la supervision. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur RTI 1.